Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, déjà, merci pour tous vos messages, encouragements, suite à ma dernière vidéo où il y a un vrai questionnement de fond. Vous m'avez apporté quelques pistes de réflexion, je dois bien l'admettre. Je commence à articuler tout ça dans ma tête. Dans tous les cas, il n'y aura pas de changement, quel qu'il soit, avant le mois de septembre. Donc, j'ai le temps de maturer tout ça et ne pas me précipiter. Bon, alors cette semaine, par contre, on va sur un sujet principal qui est un invité dans une interview. Du coup, j'ai fait le choix de lui laisser beaucoup plus de temps de parole et un peu raccourcir les autres sujets. Parce que je trouve que c'est préférable d'avoir quelqu'un qui a des choses à dire et de bien l'entendre et pas juste devoir tout couper, n'est-ce pas? Je compte sur vous, sur votre bienveillance habituelle pour écouter ses propos avec le recul nécessaire. Mais vous verrez. Sur ce, le journal commence sans plus attendre. À ma grande surprise, je me rends compte qu'en discutant avec des gens qui sont plutôt des nouveaux venus dans l'alimentation végétale, eh bien, il y a des marques qui, pour moi, sont fondatrices, innovantes en leur temps et qui ont marqué mon chemin en tant que végétarien puis vegan et qui sont toujours là, mais qui sont totalement oubliées ou effacées par les nouvelles marques. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux nouveaux produits de la marque Wheaty. Et ouais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé d'un produit de chez eux parce que il n'y a pas beaucoup d'innovation, faut bien l'avouer. Et pourtant, là, j'ai entre les mains deux variétés de saucisses qui sont nouvelles pour la marque et qui m'ont l'air assez sympas. La première, la voici, la voilà, ce sont les VG Paysannes. C'est un nom qui parlera à certaines personnes parce que sous cette appellation, il y avait déjà une recette, mais ce n'est pas la même. Voilà. Bon, ou le nom est très proche, je ne sais plus, mais c'est pas la même, c'est sûr. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, il y a quand même un aspect de saucisse un petit peu brune avec des petits morceaux blancs à l'intérieur. Donc visuellement, ça a l'air assez réussi. On va voir en goût ce que ça donne. Est-ce que c'est un peu rustique comme je m'y attends? J'espère. Seconde saucisse à tester aujourd'hui, la Hot Griller. Alors, ça, ce sont des saucisses à griller. Ouais, bon, alors... faux 6. Alors, faut pas faire ça, Wheaty. Il faut pas. Ce sont des saucisses végétales, faut pas mettre faux. C'est la vraie nourriture. J'espère, hein, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Bon, bref. Donc ce sont des saucisses à griller, et celles-ci, elles sont dotées de ce qu'on appelle un boyau végétal. Ce qui est une première pour la marque, qui est pionnière dans le monde de la saucisse végétale, mais qui a toujours été sur une sorte de moulage monobloc. Voilà, on n'a pas ce genre de technicité derrière. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils ont donné. Et ce que je constate dans les deux cas, c'est qu'on a deux produits qui sont fortement protéinés, à savoir pour les VG Paysannes 30 grammes et 25 grammes pour les Hot Griller. Donc c'est bien. Bon, en même temps, chez Wheaty, c'est du gluten, c'est du seitan, donc forcément de la prot, il y en a. Bon allez, je vais faire griller ça à la poêle sans plus attendre. Je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter de matière grasse. Est-ce qu'il y a une indication quelque part, écrit en petites lettres? Eh oui, j'ai toujours du mal. À la poêle, au barbecue, au four, enduire d'un filet d'huile. Ok. Eh ben, on va s'exécuter. Bon, j'ai commencé par ouvrir les VG Paysannes, voir ce que ça donne. Ah, ça y est, c'est ouvert. Pas mal. C'est assez ferme sous le doigt. Une odeur un peu fumée, qui me fait un peu penser à leur Space Bar. J'adorais ce truc, avec les graines de chanvre là. C'est un nez qui ressemble assez. Bon, ok, ça c'est bien. Et voyons pour les Hot Griller. S'il arrive à l'ouvrir. Ils ont un petit truc sur le packaging cranté, mais là j'ai les mains un peu humides, donc ça marche pas. J'ai les séchés. Et voilà, c'est tout de suite mieux. Alors... La saucisse façon chapelet. Effectivement, on voit qu'il y a un petit boyau autour. Je vais quand même les détacher. Bon, ça se détache tout seul. Je sais pas si le boyau va tenir en place. On va voir. Ma poêle est chaude. Procédons. Alors, c'est parti. D'abord, voilà, pour les paysannes et les Hot Griller.
à côté. De toute façon, on peut pas les confondre, hein. Et nous y voilà. Regardez-moi cette beauté. Là, on est sur la VG paysanne. La note un peu fumée, un peu disparue à la cuisson, mais c'est très appétissant. On l'a bien tenu. Bon, elle est ferme, donc je m'attendais pas à autre chose. Et maintenant, goûtons. Waouh! Ah ouais, ça a du goût, hein. Alors, je vous disais, j'avais envie d'avoir un truc un petit peu rustique par rapport au côté VG paysanne. Voilà, ça m'inspirait visuellement et au niveau du nom. Et c'est ce que j'ai. On a quelque chose de puissant, avec une force aromatique qui est très marquée, avec des goûts d'épices très à l'allemande, on va dire. Vous voyez, ce côté un petit peu carvi, c'est intense. Il n'y a pas du tout de fadeur, il y a une longueur en bouche. Alors ça, honnêtement, dans une petite choucroute végétale, moi là j'en rêve. C'est excellent, excellent. Et on passe maintenant à la hot griller, et le boyau a tenu. Voilà. J'étais pas confiant. Voilà, comme quoi. Hein. J'ai pas grand chose à redire pour l'instant. Il faut que je goûte. C'est très très différent de la paysanne, heureusement. Et c'est différent des autres produits Wheaty que je peux connaître, tout en ayant quand même cette signature particulière. C'est très bon. C'est plein de saveurs. Il y a un intérêt, je trouve, à ce boyau végétal autour de la saucisse. Non pas en termes de technique, parce que là, on est sur quelque chose de un petit peu moins ferme que la paysanne, en termes de texture. C'est plus souple sous la dent, mais on n'est pas non plus sur une texture de merguez ou de chipolata où on a quelque chose qui s'émiette et le boyau est là pour maintenir ensemble durant la cuisson. Là, non. C'est pas cosmétique, ça a un intérêt au niveau de la mâche, de la satisfaction. Donc ça, c'est bien vu. Et en termes de goût, j'aurais beaucoup de mal à vous décrire ces arômes. Vous connaissez certainement, hein, pour ceux qui connaissent Wheaty, la Winnie's, vraiment la knack classique de chez eux. On est plus proche de cette texture-là. Avec un goût qui ressemble à ça, mais beaucoup plus puissant, plus assumé, plus assaisonné, avec plus de longueur. Voilà. Mais on est sur cette saveur. Sauf que dans la Winnie's, c'est assez consensuel. Là, c'est beaucoup plus puissant. Et ça me plaît beaucoup. Voilà les amis, je suis certain que ça a ravivé des bons souvenirs aux plus anciens d'entre vous qui connaissent bien la marque et qui ont peut-être fait un petit pas de côté vers les autres marques parce que, bah oui, c'est chouette, on a de plus en plus de produits, de la diversité et ça, tant mieux. Mais parfois, il faut revenir aux fondamentaux. C'est toujours des très bons produits. Par exemple, défaut, typiquement, là, on est comme sur des paquets de 2. Alors oui, ce sont des paires, c'est bien, mais c'est la dose individuelle. Il n'y a pas le format un peu familial, ou au moins par 4. Voilà, quand on est à 2 saucisses, c'est quand même pas un excès non plus. Donc là, j'ai fait les 2 paquets, donc on va manger une saucisse de chaque avec Laura, mais sinon, je pense, dans un couple, dans une famille, tout de suite, c'est plus compliqué. Le packaging me paraît pas en adéquation avec la consommation, mais ce n'est que mon avis. L'autre problème, non, ce n'est distribué que dans les magasins bio. N'allez pas les chercher en supermarché classique. C'est bio, donc c'est vendu en magasin bio, comme ça l'a toujours été. Peu de gens me parlent de la marque Wheaty de nos jours, peu de gens me parlent des nouveautés, mais peut-être que, parce qu'il n'y a rien à dire de plus, c'est toujours aussi bien. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous avez goûté ces produits ou si vous êtes fan de cette marque, mais en silence, n'hésitez pas à me le dire. On sera ensemble. Chers amis, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une petite interview des familles que vous aimez tant. Et alors je suis d'autant plus heureux qu'aujourd'hui je vais pouvoir interviewer un de mes camarades que vous connaissez peut-être. Alors j'ai déjà parlé de sa chaîne il y a fort longtemps dans un vieux journal et je suis sincèrement totalement fan de son travail. J'ai vu 100% de ses vidéos en remontant dans toutes les archives et Dieu sait qu'il est
productif parce qu'il est là depuis longtemps. Il s'agit de Saïl Artichaut. Mon cher Saïlar, bienvenue. Sébastien, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait un bout de temps qu'on essaye de se caler ça. Ouais. Ce jour est venu. Ce jour est enfin arrivé, en plus avec le soleil, donc c'est le parfait timing. Alignement des planètes. Ouais, le soleil, la chaleur, ouais, merci. Hein. On est deux à pas aimer ça, t'en fais Non, pas. non. Ça, c'est les gens qui s'habillent en noir. Ouais. On cherche un petit peu les problèmes. C'est vrai. Bon, alors on va parler de plein de choses. Est-ce que tu es prêt à affronter mes questions? Je suis prêt. C'est parti. Alors, pour une fois, je vais pas commencer par ma question traditionnelle. C'est quoi ce nom de chaîne? Saïl Artichaut. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je suis obligé de te poser la question parce que ça m'intrigue et je suis sûr que je suis pas le seul. Erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse? Non, alors c'est un peu la réponse que te donneront beaucoup de créateurs de contenu, je pense. Et ce qui est vrai, c'est je ne pensais pas que j'allais devenir vidéaste sur Internet. Et donc, le compte date, si je dis pas de bêtises, de 2008. Oui, quand même. Et je l'avais créé juste pour regarder des vidéos comme tout le monde sur YouTube. Oui, bien sûr. Et donc, Saïl Artichaut, c'est pas compliqué. Saïl, pour ceux qui ont vu une ancienne série maintenant qui s'appelle Heroes, c'était le méchant. En fait, Saïl, c'est un personnage qui vole les pouvoirs des super-héros cette série-là. Ouais, en leur découpant le cerveau. La saison 1 est très bien. Et après, ça périclite, j'ai tout vu, donc je peux dire que malheureusement, ça va pas en s'arrangeant. Et à l'époque, bon voilà, j'étais jeune, adolescent. Influençable. J'aimais influençable et influencé pour le coup. Saïlar, j'étais dans ma vibe Heroes, j'aimais bien Saïlar. J'ai essayé de le rentrer. Et évidemment, tous les pseudos étaient déjà pris. Bien sûr. Donc tu fais ce truc de, je voulais pas mettre de numéro, donc je cherchais un petit peu des alternatives, des jeux de mots, et ça, je ne sais pas pourquoi, ça a viré. Le jeu de mots dramatique est arrivé. Le jeu de mots dramatique est arrivé, en plus avec une faute d'orthographe. Oui, aussi. Je pense que j'avais toujours écrit ça comme ça à l'époque, et c'est resté. Et aujourd'hui, on me dit encore même récemment, mais quand même avec ton nom de chaîne, parce que tu fais du contenu sérieux, c'est un peu, tu penses pas qu'il faudrait rebrander ça? Ouais. Moi non. Moi je pars. Non, mais alors déjà c'est trop tard parce qu'un livre est sorti, avec le temps, le référencement, etc. C'est pas bon, je pense, de changer. Non. Mais il y a aussi ce truc de, on fait du contenu sur Internet, faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Je suis d'accord. J'aime bien que les gens sachent d'où ça part. Et voilà, c'est resté. En fait, tu l'assumes comme un vieux tatouage honteux, quoi. Exactement. Si tu es là aujourd'hui, si je voulais absolument qu'on se voit, c'est parce que peu de personnes le savent, parce que c'est pas du tout le sujet de ta chaîne, c'est pas ta thématique, mais tu es végétarien. Absolument. Eh ben oui. Absolument. Complètement. Et d'ailleurs, alors pour la petite histoire, j'ai commencé à être végétarien, je dirais vers 2016, enfin quand j'étais pareil, ça fait presque une dizaine d'années. Parce que mon ex-copine qui s'appelle Nina, qui regardera peut-être cette vidéo que je salue, te suit toujours et te suit toujours assidûment. Et moi, j'ai découvert ton travail par elle en fait. Et ouais, donc elle est végane. Et donc de fil en aiguille, moi forcément, je commence à m'intéresser, elle m'en parle et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait très facilement devenir végétarien sans trop se priver. C'est vrai. C'est resté quoi. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas 100% végétarien. Il m'arrive de faire des écarts, mais en tout cas à Paris, et je suis à Paris, enfin la majeure partie du temps, je suis quasiment uniquement végétarien. Voilà. Je dirais que ma philosophie, c'est étant donné que je peux m'en passer au quotidien, qu'il y a beaucoup d'alternatives suffisantes pour me faire plaisir, manger comme je veux, etc. Pas besoin de consommer de viande, comme après chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Mais alors du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui t'a... alors t'as eu une influence extérieure, t'es resté dedans, mais qu'est-ce qui a initié la réflexion d'arrêter de consommer de la viande? Alors déjà, en préambule, pour donner parce que le rapport à la nourriture, il est très différent, enfin tout le monde a un rapport très très différent. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu des problèmes de troubles alimentaires, on va dire. Je suis un ancien obèse morbide, je faisais 120 kilos à 12 ans. Je faisais aussi, pour ceux qui connaissent peut-être, je faisais de la gynécomastie. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes associés au surpoids très très jeune. Suite à ma perte de poids, je pense que pareil, les anciens obèses sauront peut-être ce que ça fait, mais évidemment, tu as des excédents de peau, tu as trop de peau, donc tu dois faire des opérations, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le rapport à la nourriture, déjà, il a été ancré en moi très très tôt. Et en grandissant,
j'ai appris à déjà me distancier de ce besoin, on va dire, des fois obsessionnel que j'avais de manger. Il y en a qui, je sais pas, qui vont fumer, faire du sport, etc. quand ils stressent beaucoup. Moi, très tôt, ça a été la nourriture et du coup, j'ai déjà dû apprendre à me détacher de ça. D'accord, je vois. De juste manger n'importe quoi, n'importe quand, dès que tu ne vas pas bien. Et dans un deuxième temps, donc, une fois que, on va dire, j'ai réussi à sortir de ce carcan, j'ai commencé à me poser la réflexion de, effectivement, qu'est-ce que je mange, comment je mange. Je pense que beaucoup de gens, je sais pas pour toi, mais je pense que déjà beaucoup de gens, juste quand on grandit dans une famille, on ne choisit pas ce qu'on mange en fait. Donc on va dire assez rarement. Oui, c'est vrai. Assez rarement. En l'occurrence, moi j'ai grandi avec mon papa. Bah, je choisissais pas le menu quoi. Il y avait de la viande, machin, et on questionnait jamais vraiment ça. D'accord. Parce qu'il y avait aussi, il y avait le contexte culturel. Petit, ma grand-mère italienne, elle élevait, elle était pas fermière, mais bon, elle avait des lapins, des poules, etc. Donc il y avait un contexte. Le rapport violent par rapport à l'animal, je l'avais jamais questionné parce que tu grandis comme ça. Oui, puisque c'est un contexte familial et c'est intégré dans le quotidien. C'est intégré. Normalité. Et de par la pratique religieuse de mon papa, qui lui est musulman, bon bah on a mais comme dans d'autres fêtes religieuses, il y a des rites religieux associés aux animaux où pareil, ce sont des codes culturels, t'es petit, tu suis le mouvement, tu te poses pas trop de questions, c'est normal quoi. Oui, bien sûr. Donc, entre mes problèmes, on va dire, par rapport à la nourriture, plus tout le contexte culturel, il a bien fallu, je dirais, au moins que j'arrive à l'adolescence pour commencer à vraiment me poser des questions et on va dire à déconstruire tous les codes culturels qu'on t'a donnés. Oui, le modèle traditionnel avec la viande comme élément central. Absolument. Ah, il faut quand même passer à un autre cap de réflexion. Absolument, absolument. Et donc ensuite, une fois que j'ai commencé mes études, qu'on va dire, je suis sorti du cocon familial et que j'ai volé de mes propres ailes, et que j'ai rencontré des gens qui étaient véganes, végétariens, etc., et que j'ai commencé à questionner un peu ce rapport à la nourriture, bah, ce sont des changements que j'ai intégrés, quoi, qui sont presque un petit peu philosophiques, qui sont qu'effectivement, si je peux changer mes habitudes et apprendre, par exemple dans ce cas-là, à manger autrement, autant essayer et autant voir, autant au moins faire l'effort plutôt que de juste balayer ça en bloc. Et effectivement, en essayant, en faisant l'effort bah, j'ai vu que voilà, on pouvait largement, en tout cas dans mon cas, je pouvais largement être satisfait avec ce mode de vie là quoi. Mais effectivement, après j'en fais pas étalage quoi, c'est personnel, chacun. Oui, bien sûr. Ce qu'il veut, c'est quand même très étrange que tu abordes ce sujet au sein de ta chaîne, sauf si un jour tu tombes sur un sujet thématique où la question du végétarisme est intégrée dedans et que tu peux faire un dire bon, je suis concerné, mais ce serait vraiment tiré par les cheveux. Absolument, absolument, absolument. Bon, et donc aujourd'hui, ta compagne, que j'ai le plaisir de connaître aussi, est végane. Et du coup, je me pose la question, comment ça se passe au quotidien, puisque vous avez des points communs, mais aussi des différences. Comment ça se gère, en fait? Au quotidien, au niveau des repas ou des apéros par exemple qu'on peut faire, c'est à peu près pareil quoi. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir des laitages quand on mange, etc. Donc ça a été le même processus. D'abord, elle m'a fait découvrir qu'il y avait des bons fromages végétaux, de la bonne charcuterie végétale. Après, de base, moi, de toute façon, même quand je mangeais de la viande, j'ai jamais été très viande. Donc, on va dire, c'est moi un peu le côté le plus difficile, effectivement. C'est de vraiment arrêter tout ce qui est laitage en termes de fromage surtout. Ouais. En fait, c'est pareil, elle m'a montré qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait varier, qu'on pouvait et en plus maintenant il y a plein de marques produits vegan assez étonnants. Moi, j'ai été impressionné par une fondue notamment vegan qu'on avait faite, qu'elle m'avait fait découvrir et j'avais littéralement l'impression de retrouver le goût, en tout cas le plaisir de manger une vraie fondue. Ah ouais. Donc, tu viens de la marque? C'est possible. Un sachet jaune? Peut-être, ouais, il me semble. Je pense que c'est la meilleure. Il me semble. Et c'était vraiment très bon. Donc, en gros, l'équilibre, il se fait assez naturellement. C'est-à-dire que moi, je sais que, étant donné qu'elle est végane, j'ai pas envie même si elle l'accepte, j'ai pas envie de lui imposer non-stop des produits laitiers sous le nez. Au début, je fais l'effort de me dire, tiens, je vais changer pareil mes habitudes et on va faire que de l'alimentation végane quand on est ensemble, en tout cas un maximum. Puis, c'est pareil, quoi. Je vois que je peux beaucoup m'en passer et très bien manger juste avec des produits véganes. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, il y a aussi le fait qu'elle, pour le coup, elle a la connaissance elle m'a beaucoup montré de plats véganes.
elle m'a initié, quoi, elle m'a accompagné. Sinon, de moi-même, je pense que j'aurais pu ramer ou pas trop savoir comment chercher, ou même quand on regarde, par exemple, ce que toi tu peux proposer, etc. C'est une chose de voir que ça existe, c'en est une autre de mettre un peu les mains dans le cambouis et de vraiment te dire, allez, on se lance. Mais c'est marrant parce qu'en fait, finalement, moi, c'était un petit peu pareil quand j'ai rencontré Laura, qui était déjà végane, mais elle était végane, et moi, végétarien. Et j'ai adapté mes placards et ma cuisine à la maison pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle n'ait pas à se soucier de savoir elle peut le manger, elle peut pas le manger. Moi, j'ai suis passé vraiment à du 100% vegan, safe pour elle. Ouais. Et à l'extérieur, je me permettais de manger végétarien avec des œufs, du fromage, sans faire trop attention, jusqu'au moment où j'ai eu un autre déclic. Et ça, c'est une autre phase. Et c'est vrai que sur la base, c'est vrai que s'adapter à l'autre et respecter sa différence pour que tout le monde soit à l'aise, en prenant tous les dénominateurs communs, c'est certainement la chose la plus sage à faire, je pense. Bah, c'est surtout que le véganisme, je trouve que c'est encore autre chose. C'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Ah oui. C'est vraiment quelque chose qui dicte ta vie au sens conviction, hein, pas de manière péjorative. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel tu as énormément de valeurs et de valeurs fortes. Donc, c'est aussi, je pense, une marque de respect d'essayer pour elle, en l'occurrence, de moi à mon échelle. Faire des efforts et je dis vraiment faire des efforts parce que c'est mine de rien, ça reste malheureusement encore une lutte pour moi de me passer de produits laitiers, clairement. Alors forcément, je sais que moi je prône l'entente entre personnes, que j'aime pas le côté clivant avec des castes véganes, végétariens, flexi, machin. Je pense qu'on a tous notre voie à suivre, même si j'estime que j'ai raison, forcément. Mais pourquoi, alors que tu as déjà mis le pied dedans et pas qu'un peu, pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de la démarche pour devenir vegan, sachant qu'en plus tu es avec une végane et que tu as déjà de solides connaissances dans le truc? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il y a deux éléments, dont un dont tu as déjà parlé, qui est le côté vraiment dissonance cognitive. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en fait, là où je sais que, après, on est sur des convictions personnelles, hein, mais donc il y aura des gens qui pourront ne pas être d'accord, même si je pense que ceux sur ta chaîne seront majoritairement d'accord. Philosophiquement, je pense que le véganisme, en tout cas dans les sociétés dans lesquelles on peut se le permettre, et avoir pour des questions de santé, une alimentation suffisante, etc., avec un régime vegan. Donc en gros, là, en France, actuellement, aujourd'hui, philosophiquement, je me dis, ben oui, techniquement, ce qui collerait le plus à mes idéaux, ce serait le véganisme. Ça, c'est la première chose. Vient ensuite, et ça c'est vrai, malheureusement, le côté dissonance cognitive, où j'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour transformer, on va dire, le contexte culturel dans lequel j'ai été, les habitudes alimentaires que j'ai eues pendant très longtemps, pour arrêter juste de voir par exemple un fromage et de me dire tiens, j'ai envie de le manger, parce que je pense que de toute façon t'as peut-être des gens qui auront toujours envie d'en manger, etc., mais juste vraiment de me dire je peux complètement m'en passer. La même révulsion que vont avoir des véganes devant des fois n'importe quel produit animal, révulsion au sens parce que leur conviction, pas juste l'image et tout ce que ça renvoie, mais juste parce que leur conviction vraiment c'est niette, quoi. C'est la boussole morale. C'est pour ça que c'est un chemin. Ouais. J'espère y arriver assez tôt, on va dire, mais pour l'instant, ce chemin et cette boussole ne s'est pas encore pleinement déclenché. Alors après, on peut dire, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je dis ça honnêtement, parce qu'ensuite, de cette dissonance cognitive, il y a aussi le deuxième problème qui est le rapport à l'alimentation, par rapport à ce que je t'ai expliqué plus tôt. Comme un passif. Et c'est pas, ceux qui ont des TCA, je pense, savent ce que c'est, ça partira probablement jamais, et du coup, c'est déjà toujours une lutte, ce rapport à la nourriture qui est un peu ancré, et qui est littéralement un fardeau. Quand je regarde, là aujourd'hui j'ai 29 ans, quand je vois déjà le chemin parcouru, je préfère me dire que bon, ça va, j'ai déjà fait beaucoup de progrès, et peut-être que incessamment sous peu, j'arriverai à la prochaine étape, quoi. Mais Oui, tu es entre de bonnes mains. oui, oui. Aussi. Oui, mais parce que voilà, c'est aussi la dissonance cognitive, c'est pas qu'on se met des œillères, parce qu'on voit les choses, on voit. Moi, tu m'en as appris des belles sur le fromage que je ne connaissais pas, tu vois, et je réduis.
je réduis, je fais gaffe, mais c'est vrai que ça reste. Et il y a toujours un petit truc là qui twist. Bah, c'est très 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 compliqué. Et ça, mais ça aussi, je pense que c'est l'hypocrisie du système de la société dans laquelle on est en tant que consommateur. Je pense que si on me placardait, ça c'est vrai pour tout le monde, je pense. Si on me placardait, par exemple, les manières dont sont faites le fromage avec l'animal directement sur l'emballage avant d'acheter. Non, mais j'assume le fait que je pense qu'il y a un côté très confortable de se dire on sait, mais en même temps on ne voit pas vraiment à l'acte d'achat, donc on est un peu coupable, mais pas vraiment. C'est très compliqué. C'est vraiment. Parce que dans le cas du fromage que tu mets bien en avant, tu vois le produit fini. Et bah, le produit fini, bah, visuellement, en fait, il n'y a pas de différence entre un fromage vegan et un fromage pas vegan. Et on oublie vite le process, ce que ça implique en termes de maltraitance, mais aussi. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour la viande. Enfin, qui va derrière. C'est qu'on oublie. Bah, en fait, la viande, c'est un peu différent parce que tu as quand même un morceau de muscle, un morceau de chair. Ça reste une mort qui est très très visible. Il y a une violence quand même qui est là. Le fromage, bah, visuellement, ouais, c'est très neutre. C'est même très doux. C'est pas pareil. Donc, le véganisme, je pense que je finirai par y arriver, mais il faut d'abord que ça passe par... il faut que mon sentiment de culpabilité continue de me travailler, c'est important, mais également que mes valeurs morales finissent, on va dire, de vraiment s'intégrer par rapport à ça. Et en accord entre en fait donc, la pensée et les actes, quoi, finalement. Et aussi le corps, je pense. Je pense aussi que ça... comment dire, niveau esprit, mental, c'est tout ça. Enfin voilà, ça fait des années que je suis sensibilisé, etc. Je pense aussi que c'est vraiment le corps. Des fois, t'as des envies par rapport à l'alimentation que je n'arrive toujours pas à réfréner. Et c'est un côté honteux. Enfin moi, je sens vraiment cette culpabilité-là. C'est pour ça qu'encore une fois, on tombe dans le trouble alimentaire. Oui, et c'est assez affreux, et je pense que effectivement, quand je dis que ça passe par le corps, ça passe par une activité sportive, une autre philosophie de vie. C'est corps et esprit, quoi. C'est les deux à la fois. Je pense que là, le chemin mental est fait, mais il faut que je finisse d'intégrer maintenant, de vraiment changer mes habitudes alimentaires. Je pense que ça ne saurait tarder, quoi. Mais c'est un chemin en cours. Je te le souhaite. Tu sais bien qu'il n'y a pas de jugement de la part. Hein. C'est des questions sincères parce que j'ai envie de comprendre un peu ton cheminement et le pourquoi du comment. Tu vois. Bien sûr. On a chacun nos parcours, chacun nos difficultés, donc c'est très respectable. De toute façon, de voir le chemin et où il faut aller, c'est déjà une étape que beaucoup de gens n'ont pas encore faite. Oui, bien sûr. Après, tu vois, j'ai pour philosophie une philosophie qui rejoint un peu la tienne, c'est-à-dire que je suis pas vraiment, moi je me reconnais dans aucun dogme. Je suis pour que les gens vivent à peu près comme ils veulent, tant que ça n'empiète pas trop la liberté des autres. Oui. Quelqu'un qui va me dire il changera jamais ses habitudes alimentaires, qu'il mangera de la viande pour raisons religieuses, etc. Je sais de toute façon, parce que c'est de là où je viens, que j'arriverai pas forcément à les convaincre, et je tiens pas forcément à les convaincre. Par contre, moi, c'est pour ça que je sais qu'un jour j'arriverai peut-être au véganisme, c'est que par rapport aux valeurs morales dans lesquelles je me retrouve, effectivement, c'est un mode de vie qui me correspond plus. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que je finirai par y arriver, mais que effectivement le chemin il est encore en cours. Et tu sais, là, je suis honnête avec toi, tu as tous les arguments de pourquoi c'est encore compliqué et pourquoi je suis tiraillé. Mais ouais. On ne naît, je pense que personne ne naît vegan ou végé, etc. Et ça passe par des apprentissages culturels, quoi. Mais c'est super intéressant. Vous voyez, messieurs, dames, c'est une vraie mise à poil qu'on a aujourd'hui en toute honnêteté, et c'est ça que j'aime. Ouais, non, mais t'as ce truc de, on ne questionne jamais, en fait, quand on est gamin. Enfin, au moins jusqu'à nos 15 ans, on ne questionne jamais ça. On te dit, après, c'est normal, tu vois, ma grand-mère qui était italienne me disait tout le temps, tiens, mange, c'est tout le temps l'opulence, il faut beaucoup manger, mange. Il y a une générosité dans cette Oui, voilà. Mais on te questionne jamais sur vraiment qu'est-ce que tu manges, pourquoi, c'est juste mange. Bon, on va pas revenir sur le côté le lait c'est bon pour les os. Moi, pendant très longtemps, je pensais ça, quoi, tu vois. Non, mais et on questionne. Les croyances, ouais. Bah ouais, mais on les questionne pas quand on est jeune, en fait. Non, c'est ce qu'on dit, donc ça fait office de vérité. Soit parce que dans notre famille, on nous habitue aussi à ça, et du coup, tu ne questionnes pas la figure parentale. Enfin, d'autant que moi, dans le contexte dans lequel j'ai été, on sacralise beaucoup les parents. Ouais. Même quand ils ont tort, les parents ont raison. Et
ça a ses limites, mais c'est bien. Ça m'a donné des valeurs par rapport à la famille, aux parents, au respect en général. Ça a aussi ses faiblesses du coup, tu questionnes pas forcément des choix qui parfois sont pas nécessairement ok. Ouais. Donc c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et peut-être qu'il y a un travail à faire sur tout ça dès qu'on est un peu plus jeune, être sensibilisé à des discours différents. Il s'agit pas de faire, parce que des gens vont dire ouais, propagande végane ou propagande végé, etc. Il s'agit pas de faire de la propagande. Il s'agit d'être soumis à des discours différents. Non, mais je suis d'accord. Et puis aussi la représentation qu'on fait des gens végétariens et véganes dans la société. Enfin, alors moi, des fois les gens parlent de vegan extrémiste, etc. Personnellement, j'en ai jamais croisé en vrai. Et pourtant, bon, je reconnais personnellement. J'allais très souvent à tout ce qui est Vegiworld. Enfin voilà, je suis au contact. Et c'est pour ça que je trouve ton discours très très bien. C'est que on n'est pas dans l'opposition systématique. Je trouve que malheureusement la société a tendance à diviser vraiment entre là t'as les viandards, en gros c'est les méchants véganes, les méchants viandards, et en fait on finit par être polarisé, tout le monde sort ses fourches codines pour ci pour ça, les uns vont dire ah ceux-là blablabla, les autres blablabla. Oui, mais ça c'est tout le défaut des concepts communautaristes finalement. C'est qu'au lieu de vivre ensemble, si chacun veut avoir sa petite chapelle, défendre ses propres intérêts, avec sa propre vision du monde, en essayant de l'imposer aux autres, hein, et c'est très compliqué. Après, c'est aussi un problème économique. Enfin, moi, pour le coup, pour finir sur la question des véganes, tu vois, enfin, on sait qu'il y a des lobbies laitiers, on sait qu'il y a des lobbies d'industrie de la viande. À ma connaissance, il n'y a pas de lobby vegan, tu vois. Donc non. C'est ça aussi que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage que l'image dans la société qu'ont les gens dès qu'on parle vegan ou produits un peu alternatifs pour ceux qui, comme moi, cherchent à sur le long terme, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, changer leurs habitudes alimentaires. Moi, je trouve ça bien et j'aimerais je trouve qu'on en a pas assez, contrairement à d'autres pays où il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'alternatives pour des gens qui, comme moi, par exemple, ont un rapport à la nourriture compliqué, aimeraient essayer de manger varié, mais savent pas forcément trop comment s'y prendre, etc. Et avoir accès à des produits. Et je trouve que malheureusement, ça aussi, c'est vrai que c'est pas facilité par, en France, en tout cas, l'image sociétale que peuvent avoir les véganes, quoi, qui veulent tout, ça veut tout rien dire vegan, quoi. Ah bah aujourd'hui le terme est pas du tout compris de manière uniforme par tout le monde. Mais oui, c'est compliqué déjà. Il n'y a pas le profil type d'une personne végane, quoi, ça n'existe pas. Il y a autant de personnes véganes que de personnalités en fait. Donc on n'a pas tous le même prisme, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes attraits, on n'a pas les mêmes des philosophies parfois. On a un dénominateur commun. C'est effectivement une philosophie de vie dans notre mode de consommation. Pour le reste, c'est très nuancé. Il y a des gens qui sont plus loin que d'autres dans certains points. Et le but, c'est de travailler ensemble, finalement, dans le même chemin. Bon, alors, mon cher Saïla, une question un peu plus légère. C'est quoi le plat vegan le plus étrange que tu aies pu manger à ce jour? Le plus étrange, alors... Au sens surprenant, parce que déjà je ne connaissais pas vraiment, c'était un rougail saucisse vegan. Alors ça peut paraître basique pour beaucoup de gens peut-être, mais moi c'est pas du tout ma culture. Et j'étais vraiment épaté, c'était extrêmement bon. Si vous n'avez jamais goûté, je vous recommande le rougail saucisse vegan, préparé en plus par en l'occurrence le papa de ma compagne qui est créole, donc vraiment bien, j'imagine traditionnel. C'était surprenant. Après, sur des plats plus classiques, c'est une espèce de salade concombre, kiwi. Kiwi. Ouais, le mix était bizarre avec feta vegan, vegan et citron, etc. Ou pareil, le mix kiwi concombre. Plus feta, je me disais oula, ça sonne bizarre. Et ben pour le coup, en plat étrange, c'est excellent et pour l'été, c'est vraiment super bon. Ah bah tiens, j'aurais pas parlé dessus. Alors, en plus, je déteste les fruits dans la cuisine. C'est vrai. Je suis très hermétique à ça. Alors je teste, hein, mais c'est rarement un succès avec moi. Même avec l'ouverture d'esprit, le kiwi n'a pas du tout le goût de kiwi et même de fruits en fait. C'est étonnant, vraiment le mélange de saveurs. Donc je dirais que intéressant. Après, en plat étrange, je dirais déjà tout simplement quand j'ai commencé à vraiment découvrir, on va dire, toutes les options végétales, certains fromages aujourd'hui végétaux sont vraiment étonnants. J'ai le souvenir, là, il n'y a pas très longtemps, d'un camembert végétal.
on dirait du camembert, quoi. On dirait vraiment du camembert. Donc c'est pas étrange au sens bizarre. C'est agréable, non. C'est étrange au sens agréablement surpris. C'est vraiment, vraiment surprenant. En gros, je me suis rendu compte qu'il y a toute une palette de saveurs, que ce soit des plats ou des produits qui sont assez étonnants gustativement parlant. Et c'est vrai que ça casse un peu les clichés de l'alimentation basique quand tu connais rien, en fait, de te dire, bah ouais, mais en fait, je vais manger quoi si je deviens même vegan, je mange quoi en plat vegan, quoi. Triste et fat, quoi. C'est ça, en fait, pas du tout, quoi, pas du tout. Bah non, c'est clair. Donc, ce sont des petits exemples qui vraiment, en tant que personne qui aussi aime manger, indépendamment des TCA que je peux avoir, c'est aussi, mine de rien, des petites quelque chose, oui. Où quotidiennement, je prends plaisir à manger. Ça m'ouvre vraiment à plein de découvertes et plein d'horizons. Mais c'est vrai que le mélange, par exemple, de la salade, le mélange sucré-salé, normalement, je déteste ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Ah ouais, j'aurais pas parlé de ce exemple. Bon, alors, au-delà de la bouffe et du végétarisme et du véganisme, j'ai envie qu'on revienne un peu sur ton travail, ta spécialité. Parce que d'où te vient ce goût pour l'étrange, le mystérieux et tout ça? Bah déjà, sur tout ce qui est étrange, croyances, etc., ça vient de ma famille. Donc, je suis dans une famille multiculturelle où les religions et les croyances se croisent. Ouais. Alors moi, en l'occurrence, je ne crois en rien, mais je suis curieux de tout. Je ne crois en rien au sens, je n'ai pas de certitude définie qui font que je vais pas me retrouver dans un dogme quelconque. Donc, ça a été déjà la curiosité de me dire, tiens, des gens pensent complètement différemment et donc régissent leur vie sur des préceptes ou des croyances différentes. Et j'ai voulu savoir un peu d'où est-ce que ça venait, etc. Et donc, quand tu t'intéresses, forcément, c'est un petit peu déjà sans fin sur ces sujets-là. Le fait d'avoir baigné un peu dans cette famille. Après, pour tout ce qui est vraiment surnaturel, paranormal, etc., c'est aussi une envie je suis très fan de cinéma de genre, de cinéma alors genre, ça inclut l'horreur, le fantastique psychologique, tout ce qui est un petit peu différent, tout ce qui va être un petit peu fantastique. Et donc à côté de ma chaîne YouTube, je suis aussi auteur où j'écris principalement de la fiction, notamment de genre, mais pas que. Ouais. Et j'ai été très étonné quand j'ai voulu faire un peu ce que je faisais sur YouTube. Je me suis dit, il me faut une ligne éditoriale cohérente, mais je vais pas faire de la fiction. Mais notamment quand j'écris de la fiction, c'est souvent aussi, je m'inspire du réel, des histoires vraies. Et je me suis rendu compte que, en termes d'histoires vraies, qui touchent à l'étrange surnaturel, il y en a systématiquement partout, tout le temps, et même encore aujourd'hui. Ah oui. Et alors aujourd'hui, maintenant, en francophone, j'entends, il y a énormément de très bons contenus, que ce soit sur Internet, aussi à la télé, de temps en temps, il y a des émissions, mais à l'époque, il y a 10-15 ans, sur le YouTube francophone, ça n'existait pas vraiment, à part peut-être quelques chaînes marginales comme les miennes. Je reste aujourd'hui d'ailleurs une chaîne de niche. Et à la télé, ce sont les émissions un peu classiques, vues et revues avec tout le temps les mêmes sujets. On te resserre même encore aujourd'hui les grands sujets populaires. Ouais. Et donc je me suis dit, très jeune, mais il y a plein de sujets vraiment cool. J'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai grandi avec Internet. Je suis vraiment la génération, on va dire Internet, mais des années 2000, quoi. Donc quand vraiment ça s'est démocratisé, qu'on c'est arrivé dans plein de foyers, dont le mien. Tu scrolles un peu sur Internet, tu navigues, tu tombes sur plein d'histoires étranges. Et au début, tu as cette curiosité de te dire, naïve, d'adolescent, de te dire, tu te dis pas forcément, tiens, si c'était vrai, juste t'es passionné par le fait de te dire, telle image te montre peut-être un phénomène surnaturel, ou tel témoignage sur un forum, tout de suite, tu te dis, ah oui, tiens, allons voir, un petit peu de manière naïve. C'est la curiosité qui m'a fait entrer dans ces sujets, ensuite sur Internet, mais ne m'a jamais quitté, parce que même encore aujourd'hui, si évidemment je l'aborde de manière complètement différente, maintenant un sujet extraordinaire, il y a toujours cette passion de me dire, ça raconte quelque chose que je n'ai jamais entendu, et le fait d'en plus travailler sur le réel, ça implique beaucoup de précautions. Quand quelqu'un va te raconter un témoignage, ce sont à chaque fois beaucoup d'aventures, quoi. Tu découvres des choses. Je fais aussi de temps en temps un peu de terrain, et pareil, t'en viens parfois à vivre des choses assez incroyables. Donc ça s'est fait naturellement. Le contexte familial sur le rapport à la croyance. Mon amour aussi pour le fait de raconter des histoires, le cinéma, et tout ça un peu mis ensemble. Mélange et on arrive à ça et l'artichaut, quoi.
Ouais, et les gens ont suivi aussi. Hein. Enfin, pour le coup, les gens ont suivi. Je sais pas si. Alors, je continuerai, je pense, de faire ça, même si ma chaîne n'avait pas autant marché. Enfin, tout est relatif, mais en l'occurrence, là, je fais mon activité principale. Si ça l'était pas, je pense que je continuerais quand même de poster un truc moins souvent, évidemment, mais Pour le plaisir. ça m'aurait jamais quitté, parce qu'à côté, c'est une passion, quoi. C'est pas juste. C'est sûr. Mais ça se ressent en plus, en télé, c'est une passion. Mais tu vois, je me faisais une réflexion par rapport au sentiment de la peur. Parce que finalement, dans tout ce qui est étrange et mystérieux, la fascination est souvent liée aussi à une peur, un peu parfois primaire, instinctive. Est-ce que tu penses que la peur, ça fait aussi partie du sel de la vie, finalement? Ça dépend. Alors, ça dépend quelle peur. Ça dépend quelle peur. Là, dans le contexte de l'étrange, finalement. La peur, oui. Tu as l'inquiétante étrangeté. En l'occurrence, je suis arrivé, je pense, dans tout ce qui est cinéma d'horreur. Je parle vraiment du genre horrifique. Au début, c'était presque un défi. Oui, c'est aimer se faire peur aussi. Aimer se faire peur, mais parce que tu découvres vraiment quelque chose de nouveau. Tu vois quelque chose de nouveau qui te remue de l'intérieur. C'est presque viscéral. Tu te mets au défi de regarder parce que tu sais que ça va provoquer en toi des choses vraiment où normalement tu devrais pas aller jusqu'au bout. Mais ensuite, cette peur, tu la domptes. C'est plus pareil. Il m'arrive encore de temps en temps d'avoir peur devant des films. Ça reste très très rare. Oui, clair. En revanche, par exemple, parce que je suis aussi grand joueur de jeux vidéo, je trouve que la peur se transmet beaucoup plus dans le jeu vidéo, même en termes d'ambiance, etc., parce que tu es actif, tu es partie prenante. Oui, totalement. Donc c'est pas le même rapport. Hein. Ouais. Mais il y a toujours cette recherche. Ah bah oui, complètement. Mais je pense que j'aime beaucoup le sentiment de peur par rapport à l'étrange et au surnaturel, parce que il y a toujours cette petite chose de ça nous remue intérieurement. Et pas plus tard que là, il y a pas longtemps, je repassais dans le village de mon enfance où il y a le pont noir. C'est la légende urbaine locale qui est en fait un tunnel noir sur 1 kilomètre. C'est un ancien tunnel ferroviaire qui est abandonné, qui est au milieu de la forêt. Sauf il fait 1 kilomètre, mais il est courbé en son centre, ce qui fait que tu ne vois pas le bout. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu es plongé dans le noir. Et il y a des rigoles sur les côtés qui font qu'il y a un bruit d'eau continu quand tu te retrouves à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, tous tes sens sont inutiles quand tu es dedans. Et donc, je raconte cette anecdote parce que même si je connais le lieu, j'y suis retourné encore récemment. Tu ne restes pas plus d'1 minute enfin, tu peux y rester, mais tu ressens la vraie peur. La peur que j'avais gamin quand je découvrais certains films, la peur qu'on peut encore ressentir parfois sur des sujets qui vraiment nous fascinent. Là, il y a encore des lieux où... Mais tu avais fait une vidéo sur ta chaîne? Ouais, j'avais fait 2 vidéos là-dessus. Où la première fois, on avait essayé de le traverser, on avait échoué. La deuxième fois, on avait réussi. Et ce sentiment de peur-là, j'aime bien. Ouais, j'aime bien parce qu'à la fois, t'es pas du tout à l'aise, c'est pas du tout confortable. Et en même temps, c'est un dépassement de soi aussi. C'est un dépassement de soi et c'est presque une ouverture sur un peu l'horreur cosmique, tu vois. J'ai des souvenirs d'enfance j'allais de temps en temps au Maroc. Et au Maroc, donc dans la religion musulmane notamment, on croit aux djinns. Les djinns qui sont des espèces d'entités qui vivent sur un plan parallèle au nôtre et qui peuvent interagir avec notre plan, qui peuvent changer de forme, qui sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont neutres, qui ont leur propre... dans les croyances, on dit qu'ils ont leur propre dessein, leurs propres objectifs. Et des fois, au Maroc, dans la maison de vacances, quand on allait chez des amis, tu te retrouves dans les grandes maisons, la nuit. C'est un peu cette même peur que quand t'es enfant dans un couloir. Tu te lèves pour aller boire de l'eau, pour aller aux toilettes et tu cours rapidement dans le couloir parce que t'as peur du noir, c'est une peur primaire. Et ben, là-bas, il y avait cette peur-là qui était en plus amplifiée par le fait que tu te dis, il y a peut-être un djinn qui va m'attaquer. Il y a un contexte. Il y a un contexte qui est une espèce de peur cosmique l'indicible. Exactement corrélé à tes croyances que je n'ai plus aujourd'hui, mais que je peux retrouver par exemple au Pont Noir parce que tous tes sens sont complètement déconnectés. C'est super intéressant. Et t'as peur de tout, quoi. À travers ta chaîne, t'as traité énormément de cas mystérieux, de folklore, de légendes urbaines. Il y a vraiment une grande diversité. Toujours dans la même thématique, certes, mais quelque chose. Est-ce qu'il y a un mystère qui, toi, personnellement, te fascine le plus
t'aimerais avoir le dénouement? Il y a une affaire, je trouve, qui résiste un peu au temps et qui est assez populaire. Je la prends volontairement en exemple parce qu'elle est assez connue, mais en même temps, je trouve que c'est un cas d'école, on va dire, sur ce type de sujet fascinant. C'est le mystère du col Dyatlov, l'histoire des 9 randonneurs skieurs qui sont décédés tragiquement dans les montagnes de l'Oural sur le mont Kolat, qui ont été retrouvés au compte-gouttes des mois après, etc. On raconte pas tout, les gens ont qu'à aller voir la vidéo. Voilà, il l'a déjà faite. Mais en gros, pourquoi ça me fascine toujours autant, c'est qu'il y a eu plusieurs décennies d'enquêtes. Donc les autorités russes ont eu une 50aine d'hypothèses sur ce qui a pu leur arriver, dont certaines évidemment qui dépassent les frontières du réel. Hein. Ah ouais, oui. Il y a eu énormément d'hypothèses, certaines qui se valent plus que d'autres. Encore récemment, il y a un laboratoire suisse, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une étude ou une reconstitution en laboratoire, enfin un test en laboratoire pour vérifier l'hypothèse de l'avalanche qui en gros explique que c'est peut-être une avalanche qui les a tous menés à leur perte, parce qu'en fait ils sont tous sortis de leur tente qui a été déchirée de l'intérieur. En gros, ils ont fui un danger de manière très précipitée et ils allaient véritablement à une mort quasi certaine, puisqu'ils sont tous partis dans la nuit. On était au mois de février, il me semble, donc en plein hiver. En Russie, hein, donc voilà, à mon avis, niveau température, ça devait pas être vraiment ça. Et surtout, la plupart sont sortis sans même leurs vêtements. Donc il y a poil, quoi. Enfin, il y a tout un truc. Voilà, mais il y a ça, mais il y a aussi l'hypothèse du déshabillement paradoxal parce qu'ils étaient en hypothermie. Il y a des histoires d'ufologie, il y a des histoires de, évidemment, complot militaire parce que la zone a été interdite, fermée par l'armée pendant plusieurs années. Il y a des histoires avec les familles, il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont allés sur place. J'ai pas mal de bouquins d'enquêteurs qui sont internationaux qui y sont allés, mais il y a également les comptes rendus d'enquêteurs de l'époque. Je ne dis pas que c'est inexplicable. Non, c'est toujours pas. Je dis juste qu'il n'y a pas d'explication officielle aujourd'hui et qu'il y a quand même énormément d'éléments troublants et que si explication il y a, c'est une succession d'énormément de faits, certains factuels qui peuvent être complètement rationnels expliqués, d'autres qui tiennent peut-être effectivement du secret. En ex-URSS, en l'occurrence, puisque ça a commencé en Union soviétique, il y avait quand même une politique du secret, hein, et même encore aujourd'hui, qui est restée. On n'a pas accès aux mêmes documents déclassifiés que dans d'autres affaires. Donc celle-là, elle est vraiment... celle qui te titille le plus. C'est une de celles qui m'a vraiment fasciné à l'époque et qui continue de me fasciner aujourd'hui. Et j'ai vu, il y a des films qui ont été faits sur le sujet, des bouquins, enfin la fiction, c'est accaparer le cas et à côté de ça, ça reste tragique, quoi. Il y a la fondation Dyatlov qui existe, qui continue de militer pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est assez fascinant. Et sinon, récemment, tu l'avais peut-être vu, c'est les incendies siciliens, le village Caneto di Caronia. Ça, j'ai passé l'affaire à un journaliste citoyen qui est en train de documenter le cas, parce qu'il a trouvé d'autres pistes qu'il m'a envoyé. Il publiera sûrement prochainement un article. Donc on va avoir une autre vidéo là-dessus. Peut-être. En tout cas sur l'avancée, mais sachez que c'est en cours et ça c'est pareil, quoi. C'est quand même très bizarre. Pour le coup, dans la vidéo, je disais que j'étais pas d'accord avec la version des journaux et effectivement, il y a pas mal de couacs et lui, il a recontacté les enquêteurs de l'époque dépêchés par le gouvernement italien. C'est une histoire d'incendie inexpliqué, un peu à la X-Files. Ouais. Le cas est assez long, mais il est vraiment, vraiment intéressant, quoi. De toute façon, hein, dans la barre d'infos, il y a le lien vers la chaîne et je vous invite encore une fois à y aller et regarder plein de sujets au hasard, comme ça, vous allez voir. Vous allez voir le ton, mais vous allez voir aussi l'essence même de ces histoires dont on parle, parce que c'est extraordinaire. Ça va au-delà de notre compréhension et ça fait un peu rêver aussi. En fait, sur les sujets étranges, je distingue deux choses. Les expériences extraordinaires que vont faire beaucoup de gens. Ouais. Une expérience extraordinaire, c'est quoi? C'est vous avez l'impression qu'on vous appelle alors qu'il n'y a personne par votre prénom. Vous vivez le décès d'un proche dans votre famille et vous avez l'impression de le voir ou de l'entendre, donc vous l'avez véritablement vu et entendu. Ça peut être aussi tout simplement des gens qui vont faire des... Donc là, on parle de gens qui vivent des expériences exceptionnelles, qui de leur point de vue sont inexpliquées, mais qui ne sont pas fondamentalement inexplicables. Il peut y avoir pas mal de choses, mais ça, c'est pas grave. Moi, je ne cherche pas, par exemple, tant que la personne vit bien avec son expérience et qu'elle est même presque positive,
qu'elle peut permettre de l'aider d'une façon ou d'une autre. On a aussi le cas de gens, dans des cas d'accident de voiture par exemple, où vont voir une personne qui va leur apparaître et les rassurer, etc. Donc, un espèce d'ange gardien, certains vont l'appeler, qui trouve aussi d'autres explications neurophysiologiques, mais moi j'ai envie de dire, sur ces expériences-là, c'est pas ça que je vais essayer quand je vais les raconter, je vais pas essayer d'expliquer ou de démystifier ça ne m'intéresse pas. L'expérience, c'est l'expérience de la personne, elle en pense ce qu'elle veut si ça l'aide à avancer, moi je lui donne mon avis, mais après, les gens sont libres, pour moi, de croire ce qu'ils veulent tant que voilà, ça ne leur fait pas du mal à eux ou à autrui. On va dire, c'est ce que je pense. Oui, je fais le distinguo là-dessus, avec effectivement les grandes affaires paranormales, où on n'est pas focus sur juste une personne et un témoin, et donc on ne va pas la déstabiliser ou remettre en cause ce qu'elle a vécu. Mais on parle vraiment d'une affaire sur laquelle il y a des preuves matérielles à analyser, des témoignages, des enregistrements, des versions de l'affaire différentes par la presse. C'est assez fascinant, ouais. Mais je fais bien ce distinguo-là, quoi. Moi, je suis fasciné par les croyances et le folklore des gens. J'entends tout le temps des gens qui me racontent des expériences extraordinaires. Je suis très à l'écoute par rapport à ça, quoi. Je cherche pas à tout expliquer. Bon, du coup, j'ai une dernière question pour toi, qui est un peu plus personnelle, mais qui est en lien avec tout ça. C'est effectivement dans tes vidéos, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a une forme de neutralité bienveillante par rapport au sujet, où effectivement, tu vas pas forcément faire du débunkage. Tu donnes des pistes de compréhension, il y a ce genre de choses, mais en ton fort intérieur, est-ce que toi, tu as des croyances, des convictions qu'il y a quelque chose de vraiment mystérieux qui nous entoure? J'ai des convictions personnelles, mais qui sont des croyances. Donc, comme je le disais plus tôt, sur ma chaîne, dans mes vidéos en général, je n'en parle jamais, parce que comme je l'ai dit, je ne me retrouve pas dans un dogme, peu importe. Moi, je n'aime pas qu'on tente de m'imposer des dogmes, donc j'essaye de ne pas faire la même chose dans mes vidéos. Voilà. Donc, ce qui me paraît sage. Donc je ne parle pas de mes croyances. Si on me le demande là, comme tu viens de le faire, je vais te répondre. Mais sinon, de manière générale, oui, je n'en fais pas étalage parce que je parle du principe. Ce n'est pas le sujet et surtout, c'est peu importe les croyances des gens. Quand on parle d'un sujet, on peut en parler factuellement. Ça ne veut pas tout le temps dire qu'on va être influencé par nos croyances. Oui. C'est sympa. Il y a ça aussi. Après, comme je l'ai dit, je ne suis sûr de rien. Je crois il me semble que c'est le dieu de Spinoza qui dit que Dieu serait une espèce de force causale universelle. J'aime bien cette idée qui reprend à la fois les concepts scientifiques qu'on peut avoir et en même temps être dans quelque chose de plus métaphysique. Personnellement, c'est une croyance, je suis pas 100% convaincu, mais j'aime à croire. Donc je dis j'aime à croire. J'aime à croire que la vie, une autre vie, ce qu'on perçoit, n'est qu'un moment, un instant, une forme d'existence, et que j'aime bien l'idée de cycle, je sais pas si on peut dire cycle de réincarnation, mais le fait que voilà, t'es une vie ici, t'es une autre forme de vie ailleurs, et qu'on soit dans une vie d'expérience. Parce que de toute façon, religieux par religieux, ce qu'on entend, c'est la vie est une expérience, on nous pousse à vivre des choses, à essayer de tisser des relations, de construire des choses, de profiter aussi, mais d'expérimenter, de connaître l'échec et de connaître aussi les réussites. Et donc cette philosophie de vie qu'on apprend dans nos vies-là, je me dis spirituellement, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'il y a autre chose, et s'il y a autre chose, j'essaye d'œuvrer dans ma vie pour me dire, on tend à l'expérience et on tend aussi au meilleur. Peu de décennies qu'on est sur Terre ici, qu'il y ait un principe d'élévation, mais pas au sens hiérarchique, juste au sens effectivement spirituel, apprendre à devenir meilleur. Je dis que j'aime à croire en ça parce que même si c'est juste même si on meurt et c'est tout, ça me donne une boussole morale. Alors évidemment, après on n'a pas besoin moi je pense qu'on n'a pas besoin de croyance ou de religion pour avoir des curseurs moraux, hein, évidemment. Mais ça aide quand même avec les années à ne pas devenir cynique, à ne pas prendre certaines frustrations pour soi, à devenir un peu plus stoïcien, accepter que certaines choses ne sont pas forcément dans notre contrôle, mais que sur les choses qu'on contrôle vraiment, on peut essayer d'un peu plus s'impliquer. Ce sont toutes ces choses. Ce sont des préceptes moraux, philosophiques, mais qui
tendre vers effectivement des principes spirituels. Ouais. Et j'aime à croire ça parce que évidemment il y a aussi un côté rassurant. Là, je vais pas mentir, il y a un côté rassurant de se dire on n'est pas juste dans du nihilisme pur, on meurt, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a aucune conséquence. Je te rejoins totalement. J'aime aussi croire au fait que voilà, il y a une espèce de sens. Il y a une espèce de sens et que dans la fatalité et la loterie de la vie, il y a aussi une forme d'injustice qui se corrige ensuite. Et ça, c'est mon côté stoïcien où je sais qu'on peut pas tout contrôler. Et c'est pareil, c'est une façon de se rassurer, de se dire on n'a pas beaucoup de temps pour changer les choses et que à l'échelle de l'humanité, il y aura toujours autant d'injustice pour beaucoup de gens. Et c'est une boussole morale. Voilà, ça évite de tomber complètement dans la négativité ou le renoncement. Ou le renoncement, exactement. Ouais. Je vois très bien. Voilà. Et après, vraiment, sur le côté religieux, c'est le dieu de Spinoza, quoi. C'est une force causale universelle. Ouais. C'est une fascination pour... c'est très candide ce que je vais dire, mais moi j'ai grandi, donc, j'ai grandi au Luxembourg. En grandissant au Luxembourg, j'adorais aller me perdre en forêt. À l'époque, on n'avait pas de smartphone. Enfin, j'avais un Nokia 3310, que beaucoup de gens ont peut-être connu, donc j'avais pas de quoi me repérer. Je me repérais en forêt en marchant. J'adorais j'adorais juste aussi quand j'ai commencé à vraiment faire du sport, j'adorais passer de longues journées en forêt, me poser, m'asseoir, je pouvais rester 2 heures, 1 ou 2 heures à juste regarder la nature comme ça. J'ai une fascination, on va dire, un peu pour la nature bucolique, parce qu'il n'y a pas d'animaux il y a pas d'animaux dangereux, il n'y a pas de danger dans la nature luxembourgeoise, donc c'est champêtre, c'est romantique, c'est très naïf, mais c'est une espèce de fascination aussi pour l'ordre, pour la vie, quoi, pour le vivant. Et je pense aussi que ce genre d'idée a dû me faire aussi travailler sur, ok, allez, le végétarisme, j'y vais, et me fait travailler de fond sur aussi, allez, le véganisme, quoi. Il s'agit pas de dire peace and love, tout est bien, on est dans un monde de bisounours, mais étant donné que je peux me le permettre dans ma vie, à mon échelle, à moi, du coup, essayer de toujours tendre rapidement vers ce vers quoi je veux tendre, c'est-à-dire vers quelque chose que j'estime meilleur pour moi et pour les autres. Voilà les quelques principes spirituels. Mais effectivement, je pense qu'il y a autre chose. Enfin, ça se ressent sur aussi pourquoi je suis autant à fond sur tous ces sujets, c'est que... Et je pense aussi, c'est pour ça que je te posais la question. C'est une recherche, je sais pas, c'est une recherche d'autre chose, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Pour le moment, je l'ai pas trouvé, on est tout le temps déçus, mais non, mais je dis ça sur le ton de l'humour, évidemment, mais c'est très intéressant, quoi, de s'ouvrir vers les trends. Et surtout, en t'intéressant, parce que tu regardes aussi ces sujets-là, tu vois, on se rend compte aussi de beaucoup de choses de fond qui sont, tous ces sujets qui peuvent paraître triviaux existent, touchent la vie des gens, ont une grande importance sur, là je te parle des cas dits paranormaux, mais ça a de l'importance sur la vie de beaucoup de gens. C'est aussi de dire, il existe plein de façons de vivre, plein de modes de vie et de penser différemment. Et j'aime, en découvrant toutes ces choses-là aussi, moi ça me nourrit personnellement, je pense, de me dire tiens, il y a telle chose, telle personne a vécu comme ça. Heureusement, je viens. Heureusement. Ouais. Alors moi je voulais juste ajouter aussi, déjà que je te remercie de m'avoir convié sur cette chaîne, parce que ça me permet de, je pense peut-être avoir une parole qui est celle de pas mal de gens, qui est celle du végétarien, on va dire, en questionnement, ou de la personne en questionnement, la personne un peu lambda dans le sens où j'ai pas donc des idées profondes par rapport au fait de changer mon alimentation, et donc je vais être peut-être beaucoup moins animé, beaucoup moins impliqué, beaucoup moins également militant que d'autres par rapport à tout ça. Mais voilà, je me pose quand même pas mal de questions petit à petit, et le fait d'avoir ton discours, moi d'avoir le discours de vegan pour le coup autour de moi, etc., de pouvoir en parler sainement, ce sont des cadres rassurants et qui du coup font qu'on ose aussi faire des choses. Là je te fais le parallèle rapide avec moi, tout ce qui est paranormal. Il y a beaucoup de gens qui, avec les vidéos, on a échangé notamment par email, et qui se sont mis à raconter aussi leurs expériences, et qui ont trouvé dans Internet, je te prends l'exemple de mes vidéos, mais plus largement sur Internet, un moyen d'expression, en fait, de juste pouvoir en discuter et aller de l'avant par rapport à ça. Et je trouve que du coup, c'est rassurant aussi de pouvoir avoir des espaces où on peut en discuter sainement, et d'avoir des gens qui t'accompagnent, qui te questionnent aussi sur tes idées, tu vois. Voilà, pour le coup, on en a parlé. La longue discussion qu'on a eue, moi, ça a remué pas mal de choses où je vois même que, ça me travaille, je sais que je sais où je dois m'améliorer, je sais pourquoi.
Je sais que c'est pas parfait, que c'est un chemin, mais c'est important aussi de continuer de faire travailler ça et de le verbaliser de temps en temps comme là, comme au quotidien aussi, plutôt que de laisser traîner, parce que c'est un chemin, mais c'est un chemin qui nécessite aussi un travail quotidien jusqu'à ce qu'enfin ça devienne quelque chose d'intégré. Mais oui, mais c'est toujours l'idée de la voie du perfectionnement, ce n'est pas être parfait et on sera jamais parfait, mais c'est un chemin de vie. C'est se dire que on peut avancer pas à pas, qu'on n'a pas tous le même rythme et que c'est ok. Le tout, c'est d'avancer. Moi, où j'ai plus de problème, c'est les gens qui sont encroutés, enracinés dans une certaine certitude et qui ne veulent pas évoluer malgré la nécessité de le faire. Ce qui n'est pas du tout ton cas. Puis en plus, on a bien compris que toi, tu viens aussi d'un problème plus profond avec tes PCA qui font aussi que tu n'as pas le même rythme et qu'il faut bien le prendre en compte de manière sérieuse et sans aucun jugement. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir exposé aussi librement tout ça face caméra, parce que c'est pas évident. On touche quand même au personnel et à l'intime. Ça me touche que tu sois livré à nous. Non, bah merci. Bah c'était tes questions. Tu m'as donné un moyen d'expression et je pense que c'est important de c'est pour ça aussi que je voulais en parler ouvertement et que j'ai accepté de dire les choses clairement. Ce sont des sujets mine de rien auxquels je suis très en contact et concerné de par notamment ma compagne, mais qui font aussi ça me travaille. Et je pense que c'est important effectivement, les gens ont peut-être parfois un peu plus de mal à se livrer, mais en l'occurrence, je me dis si mon expérience peut toucher certaines personnes qui vont se reconnaître notamment dans mon parcours, ou juste d'autres se dire ah oui, ok, il peut y avoir ce cas de figure, et des fois peut-être dans les approches, du coup les adapter si j'ose dire pour comprendre que des fois peut-être tu peux avoir des gens qui se renferment, mais pas forcément pour des mauvaises raisons. C'est cool, au contraire, c'est hyper important, c'est en parlant entre nous qu'on fait évoluer les choses, c'est la première étape, quoi. C'est la première étape. Exactement. C'est grave. C'était bien tout ça. Merci encore. Bon, et bien concluons. Tu as ta chaîne YouTube. Yes. Tu es sur Instagram aussi. Et tu as fait des livres aussi. Ouais, j'ai fait France Obscure, que j'ai coécrit avec Manon Haro, qui raconte des histoires extraordinaires en France. C'est mon livre parce que je l'ai lu, je vous le conseille. Qui prolonge ce que je peux faire sur les réseaux, quoi, voilà. Vous avez le lien en barre d'infos comme il se doit et n'hésitez pas à aller visiter au moins la chaîne YouTube qui est comme le cœur du sujet de Sylar. Vous ne le regretterez absolument pas, croyez-moi. Merci pour votre curiosité. Merci à toi pour ce moment très convivial. Et puis à bientôt sur Internet. Allez. Salut. La semaine dernière, en parlant de la nouvelle glace vegan de chez Picard, je vous disais que je regrettais que ça manque un peu d'audace et que j'aimerais bien un truc avec du beurre de cacahuète et des bretzels dedans, par exemple. Et ben, je me suis dit, mais pourquoi j'attends que quelqu'un le fasse alors que je peux le faire moi-même? Et oui, ça aussi, souvenez-vous, l'année dernière, je vous ai parlé d'une machine incroyable qui s'appelle la Ninja Creamy pour faire des glaces maison. Et ben, on l'a ressorti, Laura s'amuse avec, et je me suis dit, bah, elle est là, j'ai une idée. Ben pourquoi je ne ferais pas ma crème glacée vegan au beurre cacahuète avec un insert de bretzel et des pépites de chocolat? Pourquoi je me priverais? Eh ben, je vais pas me priver. Alors bien sûr, j'entends bien que vous n'avez pas tous cet appareil chez vous et vous allez dire c'est bien, mais je suis pas concerné. Je pense, je m'avance peut-être, mais a priori non, que les quantités d'ingrédients sont adaptés à être refaits dans une sorbetière classique ou un autre appareil à glace. Je pense que c'est possible. Ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire, mais on a le bon taux de gras, on a la matière, on a tout ce qu'il faut. Donc normalement, ça devrait fonctionner.
Et nous y voilà, les amis. J'ai mon pot de crème glacée maison, beurre de cacahuète, avec un insert de bretzel et de pépites de chocolat. Je suis un homme satisfait dans la théorie, parce que maintenant, il va falloir goûter et valider la recette. Ouh là là, ça sent le beurre de cacahuète. Oh, la texture. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, oh que c'est crémeux, onctueux et tout. Superbe. Allez. Alors c'est coquin ça. C'est hyper gourmand, hein. On va pas se mentir. C'est ce que j'imaginais. On a vraiment un goût intense de beurre de cacahuète avec ce petit crunchy du bretzel qui vient libérer une petite note salée. Le chocolat qui donne un autre contraste parce qu'il est bien noir et pas trop sucré. Et effectivement, comme vous l'avez vu, j'ai rajouté un peu de sirop d'érable dans ma préparation pour sucrer, parce que sinon il n'y a pas du tout de sucre. Et il ne faut pas hésiter à aller un peu plus, parce que n'oubliez pas une règle, c'est que quand on fait de la crème glacée ou des sorbets, le froid neutralise la sensation de sucre et on peut avoir cette impression de fadeur qui manque quelque chose, alors que quand on a préparé et qu'on a goûté la préparation de base, c'était bon. Et en fait, c'est un faux ami. Il faut que ce soit légèrement trop. N'oubliez pas ça. Bon, bah voilà, donc vous l'avez compris, je suis très satisfait de ma crème glacée, beurre de cacahuète, bretzel, chocolat. C'est exactement ce que j'avais en tête et c'est ce que j'ai. Donc c'est cool. Donc oui, là maintenant encore, vous allez me dire, oui, mais c'est bien ton truc, elle a l'air bien ta machine, mais si on l'a pas, est-ce qu'on peut le faire autrement? Je ne sais pas, je l'ai pas testé. Mais a priori, oui, comme je l'annonçais, c'est une question d'équilibre. Là, c'est vrai que je suis dans un truc très facile avec une technique pas prise de tête, avec un mode insert qui me permet de rajouter ces petits éclats sans les casser. C'est vraiment génial. Maintenant, soyons clairs, c'est pas un partenariat avec cette marque et je ne vous incite pas du tout à investir dans un appareil qui n'est pas très cher par rapport à cette technologie, mais qui est un investissement et ça prend de la place. Donc si vous n'êtes pas ultra fan de glace et que vous avez envie de les faire vous-même, ne craquez pas, ce serait un peu gadget. C'est exactement le genre de produit qu'on a dans une cuisine qui prend la poussière, dont on se sert 2 fois par an. Nous, on aime bien en été faire nos glaces maison, mais le reste du temps, c'est-à-dire 9 mois de l'année, c'est à la cave, parce qu'on a une cave. Sinon, je ne sais pas si on aurait pris cette machine. J'espère que cette petite crème glacée vous aura mis l'eau à la bouche. Et je serais bien curieux de savoir si vous êtes déjà aventuré à faire vos glaces vegan maison. Et si oui, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez eu des résultats à la hauteur de vos espérances? Parce que c'est toujours un petit peu compliqué, même si ça paraît simple sur le papier. Bon bah voilà, j'ai rien d'autre à ajouter cette semaine. C'était déjà suffisamment dense, je pense. La semaine prochaine, on sera sur quelque chose certainement de plus structuré, classique. Mais on verra. Je me laisse toute liberté de faire selon mes envies et mes inspirations et les opportunités qui se présentent, vous l'avez compris. Bon, en attendant, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et celle de Sylar. N'oubliez pas les petits trucs d'usage. Hein. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et ceux qui nous ont rejoints comme membres. Une nouvelle vidéo réservée aux membres va bientôt arriver. Ne vous impatientez pas, je ne vous oublie pas. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!